11 mai 1982. L'air venant du port de Boston est épais de l'odeur du sel et du diesel. Les phares percent le crépuscule, scintillant sur le chrome poli des voitures garées devant Anthony's Pier 4, un vaste restaurant au bord de l'eau, réputé pour ses pop-overs et sa clientèle puissante. À l'intérieur, sous la faible lumière, des affaires se concluent autour du homard et du steak. Dehors, d'autres types d'affaires sont réglées. Edward Bryan. Halloran ressent le froid, et ce n'est pas seulement l'air du soir. Il a commis une erreur fatale, et il le sait. Il a essayé de jouer sur les deux tableaux, fournissant des informations sur le gang de Winter Hill au Federal Bureau of Investigation, espérant une protection. Mais l'homme sur lequel il fait des révélations, James Whitey Bulger, a sa propre source au sein du bureau. Le secret de Halloran est éventé. C'est un homme marqué. Il pousse les lourdes portes du restaurant, ses yeux balayant le parking. Son ami, un ouvrier du bâtiment respectable nommé Michael Donahue, lui a proposé de le ramener chez lui. Donahue ignore tout du dilemme de Halloran. Il ne fait que rendre service à un voisin. Halloran s'installe sur le siège passager de la Datsun bleue de Donahue, un nœud se serrant dans son estomac. Il dit à Donahue de se dépêcher. La Datsun s'engage sur Northern Avenue, ses pneus crissant sur le gravier meuble. Ils ne vont pas loin. Une berline pâle, un fantôme dans le crépuscule grandissant, freine brusquement à côté d'eux, les encerclant. Avant même que Halloran ne puisse comprendre la menace, la vitre côté passager de la berline disparaît dans une toile d'araignée de fissures. Une silhouette se penche, un pistolet mitrailleur Mac-10 calé dans ses bras. L'arme est équipée d'un silencieux volumineux fait maison, mais son but n'est pas la discrétion, c'est le contrôle. La première salve de balles déchire la mince portière métallique de la Datsun. Le son est un rugissement métallique assourdissant. Le verre explose vers l'intérieur. Michael Donahue, l'innocent homme au volant, s'affaisse en avant, sa vie éteinte en un instant. Bryan Halloran hurle, essayant de se protéger tandis que des douzaines de balles déchirent l'habitacle de la voiture. Une autre silhouette émerge de la berline sombre, celle-ci, armée d'une carabine de calibre .30. C'est Whitey Bulger. Il lève le fusil, ses yeux bleu pâle froids et vides, et tire méthodiquement dans le véhicule déchiqueté, s'assurant que le travail est fait. L'attaque entière dure moins de 20 secondes. La pâle berline s'éloigne, se fondant à nouveau dans le trafic de la ville, laissant derrière elle une scène de carnage. 2 hommes sont morts, l'un, un informateur potentiel, l'autre, une victime d'une guerre dont il ignorait faire partie. Le message est clair et brutal. Personne ne parle. Personne ne trahit Whitey Bulger. Ce règne de terreur, ce pouvoir absolu de tuer en toute impunité dans une rue publique, n'est pas né dans le vide. Il a été forgé 7 ans plus tôt, lors d'une réunion tranquille qui ternirait à jamais la réputation des forces de l'ordre fédéral à Boston. L'année était 1975. John Connolly, une étoile montante du bureau du FBI à Boston, était issu des mêmes logements sociaux de South Boston que James Bulger. Il voyait Bulger non seulement comme un gangster, mais comme un esprit apparenté, un homme qui comprenait les codes non écrits de la ville. Connolly, avec la bénédiction de son supérieur, John Morris, organisa une rencontre. Le point de rendez-vous était une voiture garée sur une plage illuminée par la lune à Quincy, au sud de la ville. Connolly était au volant. À ses côtés se trouvait James Bulger. À l'arrière était assis Stephen « The Rifleman » Flemmi, le partenaire psychopathe de Bulger dans le crime. Connolly exposa la proposition. La cible principale du FBI n'était pas la mafia irlandaise, c'était la Cosa Nostra italienne, la famille mafieuse patriarcat qui contrôlait la Nouvelle-Angleterre. Le bureau voulait une source interne, un informateur de haut niveau qui pourrait les aider à démanteler la mafia de l'intérieur. En échange d'informations sur les Italiens, Connolly offrit à Bulger et Flemmi quelque chose de plus précieux que l'argent, un bouclier. Il leur promit une protection. Il serait leur gestionnaire, leur ange gardien au sein du système. Il leur fournirait des renseignements sur les gangs rivaux,
les avertirait de la surveillance et détournerait les enquêtes de leur empire criminel florissant. Bulger, toujours stratège, vit le génie de cet arrangement. Le FBI ignorerait non seulement ses crimes, il l'aiderait activement à les commettre en éliminant sa concurrence. Il accepta. Il devint l'informateur désigné du FBI numéro 1, 544. Dans cette voiture, sous les étoiles, un pacte avec le diable fut conclu. Le sang de Brian Halloran et d'innombrables autres fut le prix. L'accord fut conclu. Au fil des années, de 1975 au début des années 1980, cet arrangement se transforma en une entreprise grotesquement prospère pour les deux parties. Pour John Connolly, ce fut la clé d'une carrière légendaire. Il arpentait les couloirs du John F. Kennedy Federal Building avec une démarche née de la confiance. Ses rapports, remplis de renseignements détaillés sur le fonctionnement interne de la famille criminelle patriarcat, étaient des chefs-d'œuvre de tromperie. Ils lui étaient livrés pièce par James Bulger et Stephen Flemmi, qui sélectionnaient soigneusement les informations pour en tirer profit. Lorsqu'un mafieux de haut rang fut arrêté, Connolly fut l'agent héroïque qui avait cultivé la source. Lorsqu'un important réseau de bookmakers fut démantelé, le dossier de Connolly sur l'informateur 1544 reçut une autre mention élogieuse. Il fut célébré dans la presse comme l'homme qui dominait enfin le crime organisé de Boston. Il acheta des costumes chers, dîna avec des politiciens et devint le visage des forces de l'ordre fédéral dans la ville. Son superviseur, John Morris, récolta également les bénéfices, sa propre carrière progressant sur le dos des succès fabriqués de Connolly. La corruption s'approfondit, passant d'un simple échange d'informations à un partenariat criminel à grande échelle. Bulger glissait de grosses enveloppes d'argent à Connolly et Morris lors de dîners somptueux, cimentant leur loyauté avec les profits de ses crimes. Pour Bulger, cet arrangement était une licence pour conquérir. Avec le FBI comme partenaire silencieux, lui et son gang de Winter Hill opéraient avec une liberté terrifiante. Ils étaient des fantômes, invisibles pour la loi. Pendant que Connolly s'occupait de démanteler leurs rivaux italiens, Bulger et Flemmi développèrent leur propre empire. Ils dirigeaient des opérations d'usure qui saignaient les hommes d'affaires légitimes. Ils contrôlaient le trafic de drogue vers le South Boston, un racket que Bulger avait autrefois publiquement désavoué mais secrètement embrassé pour ses immenses profits. Et surtout, ils éliminaient les menaces. Quiconque s'opposait aux gangs de Winter Hill, quiconque leur devait de l'argent, quiconque envisageait même de parler aux autorités, disparaissait tout simplement. Connolly fournissait les informations cruciales. Il apprenait l'existence d'une enquête du grand jury ou d'un témoin potentiel, et un appel téléphonique rapide et déniable était passé. Bulger et Flemmi s'occupaient du reste. Ils sont devenus les prédateurs suprêmes de la pègre de Boston, protégés par ceux-là même qui étaient censés les traduire en justice. La brutale réalité de cette alliance s'est scellée dans le destin de John McIntyre. Pêcheur de Quincy, McIntyre s'était retrouvé mêlé à l'un des stratagèmes de Bulger, un plan visant à expédier 7 tonnes d'armes puissantes à l'armée républicaine irlandaise à bord d'un chalutier de pêche, nommé le Valhalla. Le complot fut un désastre. Les autorités irlandaises, alertées par un informateur, saisirent le navire et sa cargaison au large de leur côte en 1984. McIntyre et l'équipage furent arrêtés mais finalement relâché. De retour à Boston, McIntyre était terrifié. Il savait qu'il était un élément incontrôlable. Il croyait, naïvement, que les autorités pouvaient le protéger. Il commença à parler à un agent des douanes américaines, fournissant des détails sur le Valhalla et surtout sur le rôle de Bulger dans l'opération. L'information remonta les canaux des forces de l'ordre et atterrit, comme un arrêt de mort, sur le bureau de John Connolly. L'agent du FBI n'hésita pas. Il alerta immédiatement Bulger que McIntyre était une balance. La chasse était lancée. En novembre 1984, McIntyre fut attiré dans une maison de East 3rd Street à South Boston, une propriété contrôlée par le gang. Il entra s'attendant à une réunion, une chance de s'expliquer. Au lieu de cela, il trouva Bulger, Flemmi et d'autres membres du gang qui l'attendaient. Ils l'ont enchaîné à une chaise dans le sous-sol,
Pendant des heures, ils l'ont torturé, essayant d'obtenir le nom de chaque personne à qui il avait parlé. Bulger, la voix basse et menaçante, le pressait pour obtenir des détails, ses yeux froids, étudiant le visage de McIntyre à la recherche de tout signe de tromperie. Flemmy, toujours le sadique, tenta de l'étrangler avec une corde, mais elle était trop épaisse. Frustré, Flemmy quitta la pièce et revint avec une mitraillette. Il tira une seule balle dans la nuque de McIntyre. L'interrogatoire était terminé. Ils ont enterré son corps dans le sol en terre du sous-sol. Un autre fantôme créé par l'alliance impie entre le FBI et le Winter Hill Gang. Au milieu des années 1980, South Boston n'était pas seulement un quartier, c'était un royaume, et James Whitey Bulger en était le roi incontesté. Son trône n'était pas une chaise, mais le siège passager d'une voiture qui tournait sans fin dans les rues étroites de son domaine. Il tenait audience depuis le South Boston Liquor Mart, une affaire qu'avec Stephen Flemmy, il avait extorquée à son propriétaire, Stephen Rakes, pour la modique somme de 67 000 $. Derrière le comptoir, ou depuis une table à l'arrière du Triple O's Lounge, un bar sordide qui servait de quartier général officieux, la présence de Bulger était un poids constant et oppressant. Il cultivait une image de protecteur bienveillant, le garçon du coin qui veillait sur les siens. On savait qu'il distribuait des dindes de Thanksgiving aux familles dans le besoin et qu'il empêchait les enfants du quartier de faire des graffitis. Mais c'était une façade soigneusement construite, un masque pour le monstre qui se cachait en dessous. Tout le monde à Sooty connaissait la vérité. Il voyait sur la peur dans les yeux des commerçants qui payaient leur loyer hebdomadaire à l'exécuteur de Bulger, Kevin Weeks. Ils entendaient les murmures des hommes qui avaient disparu après avoir contracté une dette de jeu. Ils comprenaient que même regarder Bulger de travers risquait une bastonnade, ou pire. Le silence était le prix de la survie. Sa forteresse n'était pas faite de briques et de mortiers, mais de la terreur collective de toute une communauté. Alors que la faction du Federal Bureau of Investigation de John Connolly fournissait un bouclier impénétrable, d'autres agences de maintien de l'ordre étaient de plus en plus frustrées. La police d'État du Massachusetts, en particulier un groupe tenace de détectives dirigé par le colonel Thomas Foley, voyait le gang de Winter Hill pour ce qu'il était. L'organisation criminelle la plus dominante et la plus violente de l'État. Ils savaient que Bulger était derrière une série de meurtres et une opération massive de trafic de drogue, mais chaque fois qu'il s'approchait, la piste se refroidissait. En 1986, une unité de renseignement de la police d'État, travaillant avec la Drug Enforcement Administration, a lancé une vaste enquête baptisée Opération Omar. Leur cible était l'ensemble du paysage du crime organisé de Boston, mais ils portaient un intérêt particulier au Winter Hill Gang. Ils ont passé des mois à développer des informateurs, à installer méticuleusement des micros et à mener des surveillances. Ils ont placé un micro dans le plafond du Lancaster Street Garage dans le North End, un lieu de rencontre connu des mafieux que Bulger et Flemmy utilisaient fréquemment pour des réunions. C'était une décision à haut risque et à haute récompense. Le micro a capté des heures de conversations incriminantes. La police d'État a écouté les chefs de la mafia discuter d'extorsion, de racket et de complot de meurtre. Mais chaque fois que Bulger ou Flemmy étaient présents, les conversations étaient prudentes, presque comme s'ils savaient qu'ils étaient bien surveillés. Puis, un jour, le micro s'est arrêté de fonctionner. Les détectives ont découvert que l'appareil d'écoute sophistiqué avait été grossièrement arraché du plafond. Ils n'avaient aucun doute. Quelqu'un les avait prévenus. Les fuites étaient constantes et flagrantes. La police d'État prévoyait un raid sur un tripot clandestin pour arriver et trouver l'endroit nettoyé de fond en comble, les téléphones débranchés. Des agents de la DEA suivaient un trafiquant de drogue connu jusqu'à une réunion avec Kevin Weeks, mais avant qu'il ne puisse intervenir, Weeks recevait un appel et disparaissait. La source des fuites était évidente pour Foley et ses hommes. L'information transiterait par le bureau de Boston du FBI pour coordination et elle mourrait sur le bureau de John Connolly. Foley et son équipe commencèrent à considérer Connolly non pas comme un collègue, mais comme un gêneur, un agent arrogant qui protégeait ses informateurs privilégiés à tout prix. Ils déposèrent des plaintes
tirèrent la sonnette d'alarme auprès des procureurs fédéraux, mais leurs avertissements furent ignorés. Connolly était une star, l'homme qui faisait tomber la mafia. Ses informateurs étaient considérés comme des atouts intouchables. La guerre interne entre la police d'État et le FBI couvait une amère rivalité institutionnelle qui permit à Bulger d'opérer en toute impunité. Il n'était pas seulement un gangster protégé par un agent corrompu, il était un atout stratégique, armé par une branche de la loi contre une autre. Cette protection lui permit de perfectionner son activité la plus lucrative, l'extorsion. Lui et Flemmi entamèrent un racket systématique des principaux trafiquants de drogue et bookmakers de la ville, exigeant un tribut, une taxe de rue, pour le droit d'opérer. Un trafiquant, un certain John Red Shea, fut convoqué à une réunion et informé qu'il travaillait désormais pour eux. Il leur paierait 50 000 $ par mois. Lorsque Shea hésita, Bulger le fixa simplement de ses yeux bleus sans vie et dit « Tu paies. Ce n'est pas sujet à discussion. » Shea paya. Ils payèrent tous. Le calendrier tourna à 1989. Une nouvelle décennie se profilait, et avec elle, une nouvelle vague de procureurs fédéraux à Boston, des hommes qui n'étaient pas trempés dans les loyautés tribales et les accords tacites de la ville. Parmi eux se trouvait un procureur adjoint des États-Unis, vif et méthodique, nommé Fred Wyshak. Lui et son équipe d'enquêteurs furent envoyés de Washington avec une nouvelle arme puissante dans leur arsenal. La loi sur les organisations d'influence est corrompue par le racket, ou RICO. C'était une loi conçue non seulement pour emprisonner des criminels individuels, mais pour démanteler des entreprises criminelles entières de haut en bas. Leur cible principale était la famille mafieuse Patriarca, qui avait été affaiblie mais restait une force redoutable. Wyshak commença son travail dans les règles de l'art. Lui et son groupe de lutte contre le crime organisé commencèrent à éplucher des milliers de pages de documents, journaux de surveillance, rapports d'informateurs et anciens dossiers de cas. Ils construisaient une gigantesque mise en accusation RICO qui nommerait des dizaines de membres et d'associés de la mafia de Boston. Dans ces dossiers, 2 noms apparaissaient encore et encore, James Bulger et Stephen Flemmi. Ils n'étaient pas listés comme cible, mais comme source. C'étaient les informateurs de choix de John Connolly, la source d'information qui avait propulsé sa carrière. Selon les rapports de Connolly, Bulger et Flemmi fournissaient un commentaire en direct sur les cérémonies secrètes, les luttes de pouvoir internes et les complots criminels de la mafia italienne. Mais, à mesure que Wyshak et son équipe creusaient plus profondément, un schéma troublant est apparu. Les renseignements fournis par Bulger et Flemmi étaient toujours juste suffisants pour inculper leurs rivaux, mais jamais suffisants pour exposer l'étendue complète du crime organisé dans la ville. Le gang de Winter Hill, selon le dossier officiel du FBI, était un fantôme. Il n'était pas impliqué dans la drogue, il n'était pas impliqué dans des meurtres, il n'était que les observateurs des péchés des autres hommes. Wyshak, un outsider sans allégeance à la culture interne du FBI de Boston, trouvait ce récit incroyable. Il assistait à des réunions où John Connolly, rayonnant de confiance et de charisme, tenait audience, expliquant comment ses informateurs étaient la clé de tout. Connolly écartait toute question sur les propres activités du gang de Winter Hill. « Ils ne sont pas le problème », insistait-il. « Le LCN est le problème. Mes gars sont de notre côté. » La police d'État voyait les choses différemment. Le colonel Thomas Foley et ses détectives, mis sur la touche et ignorés pendant des années, trouvèrent enfin une oreille attentive en la personne de Fred Wyshak. Lors de réunions discrètes, à l'abri des regards indiscrets du FBI, ils exposèrent leur décennie de frustration. Ils parlèrent de l'opération Lobster, des écoutes téléphoniques compromises, des témoins qui se taisaient ou disparaissaient juste après que le FBI ait été informé. Ils montrèrent à Wyshak des photos de surveillance de Connolly rencontrant Bulger et Flemmi, non pas comme un agent rencontrant un informateur, mais comme des amis, comme des partenaires. Ils présentèrent une montagne de preuves circonstancielles suggérant que le gang de Winter Hill n'était pas juste un gang, mais une espèce protégée, prospérant sous l'aile du FBI.
Le tournant s'est produit lorsque l'équipe de Wyshak a commencé à préparer son dossier devant le grand jury contre la famille Patriarca. Il voulait faire comparaître Stephen Flemmi comme témoin. Flemmi avait été surpris sur un micro du FBI discutant d'un racket avec un capot des Patriarca. C'était une preuve solide. Mais lorsque Wyshak informa le FBI de son plan, la réaction fut explosive. John Morris, alors superviseur responsable de l'unité de lutte contre le crime organisé, s'y opposa avec véhémence. Il soutint que forcer Flemmi à témoigner compromettrait sa couverture d'informateur et mettrait sa vie en danger. Wyshak était stupéfait. La priorité du FBI semblait être de protéger leur informateur, pas d'obtenir une condamnation contre un soldat de la mafia. Il a insisté, arguant que Flemmi était un témoin matériel d'un crime fédéral. La dispute a remonté toute la chaîne de commandement du ministère de la Justice. Finalement, un compromis a été trouvé, mais l'incident a brisé toute foi restante que Wyshak avait en l'intégrité de l'opération du FBI de Boston. Il a réalisé que la police d'État avait raison. Le problème n'était pas seulement les criminels dans la rue, c'était la corruption à l'intérieur du bâtiment fédéral. La forteresse de la peur que Bulger avait construite autour de South Boston avait un second mur invisible, et ces briques étaient les badges et les accréditations du Federal Bureau of Investigation. L'hiver de 1994 fut froid à Boston, et un frisson d'un autre genre se faufilait dans les couloirs du bâtiment fédéral JFK. À l'intérieur du bureau du procureur des États-Unis, l'aboutissement d'années de travail acharné gisait lié dans de épais dossiers bleus. Une vaste mise en accusation, RICO, visant à décapiter ce qui restait de la famille criminelle Patriarca. Mais le procureur Fred Wyshak et son groupe de travail avaient élargi leur champ d'action. Leur mise en accusation ne concernait plus seulement les Italiens. Après d'innombrables batailles avec la haute direction du ministère de la Justice, et malgré les objections furieuses et désespérées de John Connolly, la mise en accusation incluait désormais deux autres noms, James G. Bulger et Stephen G. Flemmi. Ils étaient mais poursuivis non pas en tant que meurtriers ou barons de la drogue, l'étendue complète et horrible de leurs crimes restait un sombre secret enfoui avec leurs victimes, mais pour extorsion et racket. C'était la seule façon pour Wyshak de percer le bouclier protecteur que Connolly avait construit autour d'eux. Les preuves étaient solides, basées sur des écoutes téléphoniques et des témoignages qui les plaçaient au centre d'une opération massive de racket ciblant des bookmakers et des trafiquants de drogue dans toute la région. Pour la première fois depuis 2 décennies, la loi reconnaissait officiellement le gang de Winter Hill, non pas comme une source de renseignement, mais comme une cible criminelle. John Connolly savait que la fin était proche. Ses supérieurs, y compris son ancien partenaire John Morris, étaient désormais consumés par la gestion des dégâts, se distanciant des informateurs qu'ils avaient autrefois célébrés. L'étoile de Connolly avait pâli. Il n'était plus l'agent héroïque, mais un homme sous le coup de soupçon. Il voyait l'acte d'accusation pour ce qu'il était, le premier domino. Si Bulger et Flemmi étaient arrêtés, ils parleraient. Ils échangeraient tout ce qu'ils savaient sur la corruption de Connolly, les paiements en espèces, les informations divulguées, les avertissements qui ont mené au meurtre, contre une peine réduite. Sa vie, sa carrière et sa liberté étaient en jeu. Il a fait son choix le 23 décembre 1994. La ville se préparait pour les fêtes de Noël, décorée de lumières et de couronnes. Mais Connolly ne pensait pas à la célébration. Il s'est rendu à un lieu de rendez-vous prédéterminé, un endroit où il pouvait parler sans être vu. Il a rencontré Bulger. La conversation fut courte et sombre. Connolly, l'agent du FBI, a regardé son précieux informateur dans les yeux et lui a donné le tuyau ultime. Il lui a dit que l'acte d'accusation scellé arriverait juste après le Nouvel An. Il lui a dit que le FBI et la police d'État se préparaient pour une descente massive. Il lui a dit que son nom et celui de Flemmi figuraient sur le mandat. Puis il lui a donné le conseil le plus important de sa vie. Partez. Bulger a reçu la nouvelle avec le calme glacial qui avait défini son règne. Pendant des années, il s'était méticuleusement préparé pour ce moment précis.
Il avait caché de l'argent liquide, des armes et de faux documents d'identité dans des coffres-forts dispersés du Massachusetts à la Floride et même à l'étranger, à Londres et à Dublin. Ce n'était pas seulement un gangster, c'était un étudiant de l'espionnage, un homme qui comprenait l'art de la disparition. Il rentra chez lui dans la modeste maison de South Boston qu'il partageait avec sa petite amie depuis près de 2 décennies, Teresa Stanley. Il ne lui dit pas la vérité. Il lui dit qu'il partait en vacances, un voyage pour s'éloigner du misérable hiver de Boston. Il fit un seul sac. Le lendemain, la veille de Noël, ils prirent la route du sud, laissant derrière eux les lumières de la ville et le royaume qu'il avait régné pendant 20 ans dans son rétroviseur. Il avait 65 ans, un fantôme glissant dans le crépuscule. Stephen Flemmi, cependant, fit un calcul différent. Lorsque Bulger transmit l'avertissement, Flemmi fut incrédule. Il croyait encore au système qu'il avait protégé si longtemps. Il faisait confiance à John Connolly. Il pensait que l'agent trouverait un moyen de régler la situation, de faire retirer leur nom de l'acte d'accusation à la dernière minute, comme il l'avait toujours fait. Il dit à Bulger qu'il restait. Ce fut un jugement erroné catastrophique. Le 5e janvier 1995, une rafle massive et coordonnée a commencé. Des équipes d'agents du FBI et de policiers d'État, dont beaucoup avaient dépassé leur carrière à traquer ces hommes, se sont dispersés dans la ville. Ils ont enfoncé la porte de la maison de la mère de Stephen Flemmi, l'y ont trouvé et l'ont arrêté. Ils ont perquisitionné d'autres lieux liés aux gangs de Winter Hill, arrêtant des associés clés. Mais lorsqu'ils sont arrivés à la maison de James Bulger, ils l'ont trouvée vide. Le roi était parti. La légende de South Boston avait disparu, ne laissant derrière elle qu'une piste froide et la terrifiante question de savoir comment l'homme le plus recherché de la ville avait su qu'ils arrivaient. Alors que James Bulger était en fuite, tout le poids de l'acte d'accusation fédérale est tombé sur Stephen Flemmi. Menotté et enchaîné, assis dans une salle d'interrogatoire stérile, le tireur n'était que l'ombre de lui-même. Sa bravoure s'est effondrée lorsqu'il a fait face à la sombre réalité d'une peine à perpétuité. Mais il lui restait une carte, un as qui, croyait-il, le sauverait. Son accord avec le Federal Bureau of Investigation. Son avocat, un avocat de la défense avisé nommé Kenneth Fishman, a déposé une requête étonnante devant le tribunal. Il a soutenu que toutes les accusations portées contre Flemmi devraient être rejetées. La raison ? Flemmi, a-t-il affirmé, était un informateur officiel du FBI depuis 1965, bien avant l'implication de John Connolly. Lui et Bulger avaient bénéficié d'une immunité accordée par le gouvernement fédéral. Ils avaient été autorisés, implicitement et explicitement, à commettre des crimes, y compris l'extorsion et le racket, en échange de leurs renseignements sur la mafia. Dans l'esprit de Flemmi, il n'avait pas enfreint la loi. Il travaillait pour elle. Cette affirmation était si scandaleuse, si contraire à toutes les politiques déclarées du ministère de la Justice, que les procureurs, Fred Wishak et son équipe, l'ont d'abord rejetée comme un fantasme désespéré. Mais alors qu'ils étaient contraints de répondre à la requête, ils ont commencé à déterrer une mine de documents enfouis dans les archives même du FBI. Ils ont trouvé des mémos, des rapports d'informateurs et des journaux de contact qui corroboraient l'histoire de Flemmi avec des détails glaçants. Les documents ont révélé une histoire secrète, une relation profondément corrompue qui s'étendait sur des décennies et allait bien au-delà d'un seul agent véreux. La clé qui a déverrouillé toute la conspiration était John Morris, l'ancien superviseur de Connolly. Poussé par les enquêteurs et face à la perspective de sa propre mise en examen pour corruption et entrave à la justice, Morris a craqué. Il a accepté de coopérer. Lors d'une série d'interrogatoires qui ont ébranlé même les procureurs les plus cyniques, Morris a tout révélé. Il a avoué avoir reçu des milliers de dollars en espèces et des cadeaux de Bulger et Flemmi. Il a décrit comment Connolly avait systématiquement divulgué des informations, les alertant des écoutes téléphoniques, des mandats de perquisition et de l'identité des informateurs. Puis, il a lâché la bombe
qui mènerait finalement à la découverte des corps. Il leur a dit que Connolly avait averti Bulger que John McIntyre parlait aux autorités, sachant pertinemment que c'était une condamnation à mort. Fort du témoignage de Maurice, les enquêteurs ont tourné leur attention vers Kevin Weeks, le fidèle homme de main de Bulger, qui avait également été arrêté lors du coup de filet Rico. Face à une longue peine de prison, Weeks a vu le danger. Son code du silence, autrefois absolu, lui semblait désormais un pacte de dupes. En 1999, il a conclu un accord. En échange d'une peine réduite à seulement 5 ans, il a accepté de les mener aux tombes. Il les emmena dans un endroit désolé et balayé par le vent sur les rives de la rivière Neponset, juste au sud de Boston. À l'ombre d'un immense pont autoroutier, il désigna une parcelle de terrain boueux. « Creusez là », dit-il. Des excavateurs griffèrent de la terre gelée. Bientôt, ils trouvèrent ce qu'ils cherchaient, les restes squelettiques de 3 personnes, dont Debra Davis, la jeune petite amie de Stephen Flemmi qu'il avait étranglée en 1981 parce que Bulger voulait qu'elle disparaisse. Ensuite, Weeks les conduisit à la maison de East 3rd Street à South Boston, la propriété qu'ils appelaient « la hantée » à cause des esprits qu'ils croyaient y habiter. Dans le sous-sol au sol en terre battue, les enquêteurs mirent au jour les restes de John McIntyre, le pêcheur exécuté pour avoir parlé aux douanes. Une unique balle fut retrouvée à l'arrière de son crâne. La découverte des corps transforma l'affaire. Il ne s'agissait plus seulement de rackets. Il s'agissait d'une série de meurtres brutaux et froids, tous commis alors que les tueurs étaient payés par le FBI, protégés par les hommes mêmes qui avaient leur prêté serment de faire respecter la loi. La vérité monstrueuse et complète de cette alliance impie se frayait enfin un chemin vers la lumière. La traque de Whitey Bulger, le fantôme de Boston, n'était plus seulement une chasse à l'homme, c'était une course pour retrouver l'âme de la justice fédérale. Pendant 16 ans, James Whitey Bulger fut un fantôme. Son visage, une photo d'identité hantante aux yeux bleus froids et aux cheveux clairsemés, figurait sur les avis de recherche dans les bureaux de poste et sur les écrans de télévision du monde entier. Il figurait sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés du FBI, juste derrière Oussama Ben Laden. Une récompense de 2 millions de dollars était offerte pour toute information menant à sa capture. Pourtant, il avait disparu comme par enchantement. La première chasse à l'homme lancée par le FBI fut un échec coûteux et tentaculaire, miné par de fausses pistes, des impasses et l'ombre persistante de sa propre corruption interne. Des signalements de sa présence furent rapportés de l'Uruguay à l'Italie, de la campagne du Mississippi à la côte californienne. Chacun d'eux était une impasse. Bulger et sa petite amie dévouée, Catherine Gregg, une femme de 30 ans, sa cadette, qui l'avait rejoint dans sa fuite peu après sa première évasion, se déplaçaient comme de la fumée. Ils utilisaient une série de pseudonymes, Tom et Helen, Charles et Carol Gasco, et payaient tout en espèces. Ils étaient disciplinés, discrets et sans prétention, se fondant dans l'anonymat de la vie américaine. Pendant plus d'une décennie, ils ont vécu à Santa Monica, en Californie, dans un appartement à loyer contrôlé à l'Embassy Hotel Apartments sur 3rd Street, à seulement 2 pâtés de maison de l'océan Pacifique baignés de soleil. Ils étaient connus sous le nom de Charlie et Carol Gasco, un couple de retraités discrets. Il était un vieil homme grincheux mais inoffensif, amateur de livres et aimant promener son chien. Elle était une femme douce, impeccablement vêtue, dévouée à ses animaux de compagnie et à son mari. Personne dans ce quartier calme bordé de palmiers ne soupçonnait qu'il vivait à côté du gangster le plus recherché d'Amérique. De retour à Boston, le système qui avait protégé Bulger était démantelé, pièce par douloureuse pièce. John Connolly, l'agent célébré, a été reconnu coupable en 2002 de racket et d'entrave à la justice pour son rôle dans la protection du gang. Il a été condamné à 10 ans de prison fédérale. Des années plus tard, il ferait face à un second procès en Floride et serait reconnu coupable de meurtre au second degré pour avoir divulgué des informations ayant conduit au meurtre d'un témoin potentiel, John Callahan, en 1982. Stephen Flemmi,
dont la condamnation à perpétuité était assurée, a plaidé coupable de 10 meurtres pour éviter la peine de mort. Il est devenu témoin du gouvernement, détaillant des décennies d'horreur depuis le banc des témoins. La chasse à Bulger lui-même s'était refroidie. Mais en 2011, le FBI, sous une nouvelle direction, a décidé de changer de tactique. L'ancienne approche s'était concentrée sur Bulger, sur le gangster violent et grisonnant. La nouvelle stratégie, dirigée par une équipe d'agents fédéraux dévoués, s'est concentrée sur la seule personne qui était sa faiblesse, Katherine Greig. Ils ont estimé que si Bulger était un fantôme, Greig était toujours une femme avec des vanités et des habitudes. Ils ont lancé une campagne médiatique ciblée, pas à Boston, mais dans les villes où une femme comme Greig pourrait chercher des services. Ils ont produit une annonce d'intérêt public de 30 secondes qui a été diffusée pendant les programmes télévisés de jours populaires auprès des femmes, des émissions comme The View et Dr. Oz. L'annonce ne montrait pas le visage menaçant de Bulger. Elle montrait des photos de Katherine Greig. Une annonceuse à la voix douce décrivait sa personnalité, son amour des animaux, son obsession de son apparence et son besoin de visites fréquentes chez le dentiste et dans les salons de beauté. Le message était simple. Avez-vous vu cette femme? L'indice est arrivé le 20 juin 2011. Anna Björnsdottir, ancienne actrice et Miss Eland en 1974, regardait la télévision à Reykjavik. Elle a vu la publicité. Elle a reconnu instantanément la femme à l'écran. C'était Carole, la douce dame qui avait vécu dans l'appartement en dessous du sien à Santa Monica, celle qui était toujours si gentille avec son chat. Elle se souvenait du mari grincheux, Charlie, l'homme qui avait un jour sorti un couteau contre un ouvrier du bâtiment. Elle a appelé le FBI. 2 jours plus tard, le 22 juin, une équipe d'agents du FBI a mis en place une opération de surveillance minutieuse autour de l'immeuble d'appartements blancs et discrets de Santa Monica. Ils ont imaginé un stratagème pour attirer Bulger dehors. Un agent a appelé l'appartement et a dit à Charlie Gasco que la serrure de son casier de rangement dans le garage avait été forcée et qu'il devait descendre. Bulger, toujours prudent, a refusé. Il a dit qu'il s'en occuperait lui-même. Les agents ont attendu. Finalement, Bulger sortit du bâtiment et se dirigea vers le garage. Il avait 81 ans, voûté et frêle, une pâle imitation du gangster redoutable qui avait terrorisé une ville. À son approche, une équipe d'agents l'encercla. Arme sortie. « Nous sommes le FBI », dit l'un d'eux. « Nous savons qui vous êtes.